Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Je suis Anthony Bergès, directeur marketing et communication chez freelance.com. Aujourd'hui, nous allons parler de marque et de marque responsable. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui Bertrand Chauvet. Bonjour Bertrand. Bonjour Anthony. Bertrand, tu es Managing Director chez Brain Finance. J'ai envie de te lancer tout de suite sur le classement annuel que vous réalisez chez Brain Finance, qui est un classement de référence pour comprendre la valorisation des marques, le Brain Finance Global 500. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et les grandes tendances de cette édition 2022 ? Bien sûr. Alors, Brain Finance, déjà, ça a été créé en 96. On est présent dans une vingtaine de pays et donc on screen, on analyse toutes les marques mondiales chaque année, à la fois au niveau global, mais aussi par secteur d'activité ou par pays. Sur le Global 500, qui a été donc produit au début d'année 2022, ce qu'on constate, c'est l'explosion de la valeur de marque de TikTok, qui a cru de 215%, avec une marque qui est valorisée à 18,7 milliards de dollars. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle reflète beaucoup finalement l'ère post-Covid, c'est-à-dire la domination des modèles numériques, des modèles agiles, dans lequel évidemment l'intrication avec la vie quotidienne des gens dans le monde s'est faite de façon plus aiguë qu'auparavant. Alors elle reflète aussi une période qui est peut-être moins sensible à ce qu'on va appeler la durabilité, puisque évidemment en sortie de crise, les marques, les entreprises, le monde entier étaient à la recherche de ce nouveau souffle, cette volonté de retrouver de la croissance, de retrouver ses marchés d'origine, et que évidemment post-Covid, on a peut-être mis un petit peu de côté les ambitions de transformation de la société au profit d'un retour un petit peu à la normale. Donc ça, c'est des faits marquants. Maintenant, comment les marques globales vont se projeter dans le temps ? On va retrouver évidemment au sein du classement, on parle de TikTok comme une marque qui a la forte croissance, c'est aussi une marque qui est assez forte, mais dans les marques fortes, on retrouve aussi des marques comme Coca-Cola, comme Google, comme YouTube. Sur les marques françaises, on va retrouver des marques comme Decathlon, par exemple, ou autres. Donc, il y a évidemment un panorama de marques qui sont très variées, et tout ça est vraiment en fonction de l'activité sur le marché, de la conjoncture, donc de la façon dont les marques sont gérées par rapport à leur contexte environnemental. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne quelques secondes justement sur la définition d'une marque, parce que pour certains, ça peut paraître assez immatériel, assez abstrait. Oui. Et je pense que ça serait bien si tu nous aides un petit peu à refocuser là-dessus. Pourquoi une entreprise doit s'intéresser à sa marque ? À quoi ça lui sert ? D'accord. Alors une marque, avant tout, ce qu'on va la définir, c'est un actif immatériel. Donc c'est un actif intangible, immatériel, qu'on ne peut pas vraiment toucher, puisque c'est pas comme une usine ou un bien. Néanmoins, elle a un rôle crucial, puisqu'elle catalyse toutes les énergies, tous les faits, toute l'histoire de l'entreprise. Et ça, c'est assez important dans la façon dont on va pouvoir la gérer dans le temps. Et pour gérer bien une marque, il faut s'attacher à plusieurs choses. Déjà, bien comprendre son environnement, et puis deuxièmement, lui donner la dynamique et la projection par rapport à l'activité qu'on est censé opérer. Une marque, elle va avoir trois fonctions. La première, c'est de sécuriser des volumes, donc finalement être un repère sur son marché pour être demandé et consommé. Le deuxième repère, c'est d'être évidemment porteur de valeur et de valeur ajoutée pour justement générer des marges. Et puis la troisième volonté, c'est d'être suffisamment différenciante pour justement continuer à émerger dans le temps par rapport à cette proposition de base. Une marque, on va aussi la mesurer sur différentes dimensions. Et donc, quand on valorise financièrement une marque, on va d'abord s'attacher à bien comprendre la force de la marque, c'est-à-dire par rapport à son univers de concurrence, est-ce que la marque est plus ou moins forte et quels sont les leviers sur lesquels elle peut progresser. On va lui donner un score, et ce score de force de marque, on va le traduire par rapport à des taux de redevance et par rapport à une perspective financière. Et donc, en associant ces critères ensemble, on arrive à une valeur actualisée nette, c'est-à-dire une valeur qui représente finalement l'actif, le capital financier que représente cette marque. D'accord. Alors, on est dans l'ère justement de la responsabilité sociétale, du sens qu'on donne aux choses. Ça impacte tous les métriques, y compris maintenant on parle de performance extra-financière. Oui. Donc j'imagine aussi que dans le monde des marques, chez les spécialistes de la valorisation des marques, c'est de plus en plus important de pouvoir intégrer cette notion de responsabilité, de RSE. Comment tu vois cette tendance-là ? Tu parlais tout à l'heure du Covid qui était un phénomène un peu conjoncturel, mais derrière il y a cette lame de fond sociétale, le climat, etc. C'est vrai qu'on n'a pas attendu le Covid non plus, ou avant.
je parlais de la force des marques, comment on la mesure? On va la mesurer à 25% sur les investissements qui sont réalisés sur la marque. Donc évidemment, toute marque qui va avoir des initiatives sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance, c'est-à-dire son rôle vis-à-vis de la société, on va parler de raison d'être, etc. Ça représente des investissements parce que c'est aussi souvent des renoncements à des volumes de vente. Ça peut être aussi des changements qui nécessitent du temps. Et puis c'est surtout des actes. Et ça, on va le mesurer à 25%. On va aussi mesurer la responsabilité sociale et environnementale dans les scores de perception. C'est-à-dire dans le score de perception, donc la force de marque, c'est un score sur 100, et 50% de ce score repose sur la perception par toutes les audiences. Donc évidemment les consommateurs, les collaborateurs, les investisseurs, mais aussi la société en général. Et c'est là où on introduit un score de RSE qui est de l'ordre de 5% du total des 100 et qui va mesurer d'une part le score environnemental, d'autre part la sociabilité, donc tout ce qui va être diversité, évidemment responsabilité sociale, et puis évidemment la gouvernance, donc la façon dont aussi l'entreprise et la marque voient le monde. D'accord. J'aimerais bien que tu nous parles aussi finalement des difficultés que peuvent avoir certaines marques à vraiment embrasser ce phénomène sociétal et cette notion de responsabilité, parce que évidemment quand on parle de marque responsable, si on est une start-up qui opère dans un modèle tourné autour du recyclage, ou quand on est un grand groupe pétrolier, évidemment, de par son secteur d'activité, de par son empreinte qu'on a sur la société, on n'a pas les mêmes challenges et pas la même capacité à vraiment démontrer une responsabilité sociétale. Comment tu vois ça? Alors moi, je vois ça de façon assez classique, en fait, c'est-à-dire que la RSE est un atout économique comme les autres. Il faut le positionner à la bonne, finalement, bien positionner le curseur par rapport à son activité. Il est évident qu'en fonction des secteurs d'activité, quand il y a une activité extrêmement dématérialisée, comme les services financiers, l'impact environnemental, il est moins important que quand on est dans une industrie qui est beaucoup plus, ou un secteur d'activité qui est beaucoup plus matériel. Donc, évidemment, les transferts vont être différents. Néanmoins, on a des actifs, notamment les talents en interne, qui restent extrêmement cruciaux. Et donc, toutes les actions sur la diversité ou sur la gouvernance, et la gouvernance, finalement, c'est la façon dont les services financiers vont investir et faire des choix d'investissement, c'est là aussi où il y a un rôle à jouer. Et on voit bien que la transformation qui s'opère depuis des dizaines d'années, puisque la RSE, elle a été progressivement une valeur montante, même si elle n'a pas forcément été discutée ou médiatisée de la même façon, elle a toujours fait partie intégrante finalement des grandes marques. Si je reprends des marques comme Unilever ou le groupe Lever, les fondateurs, les frères Lever au début, accueillaient, créaient des villes entières pour leurs collaborateurs. Donc c'était aussi une façon de prendre soin d'eux. Ces dimensions-là, elles ont toujours existé. On a aujourd'hui des acteurs qui sont aussi rupturistes. Si on prend un Patagonia, un Toms, si on prend un Body Shop, si on prend un Natura, un Yves Rocher, dans l'univers cosmétique, toutes ces marques-là, elles ont finalement un point de vue sur le monde qui est très ancré sur leur responsabilité sociale, environnementale et sur leur gouvernance. Et ça aussi, c'est un point de vue qui oblige finalement les grands acteurs plus généralistes à prendre en compte ces dimensions et à les intégrer d'autant plus fortement dans leur modèle. Et il est important, évidemment, à partir de ce moment-là, de prendre en compte cette dimension-là, mais aussi de réussir la transformation. C'est-à-dire, comme je le disais au début, finalement, par rapport à son business model, on doit finalement faire quelques renoncements pour réorienter des choix qui auparavant n'étaient pas forcément durables et qui demain le seront de plus en plus. Donc, quelle que soit finalement l'activité économique, quelle que soit la vieillesse ou la jeunesse de l'entreprise, il y a des fondamentaux qui vont venir finalement construire le présent comme le futur de l'entreprise et desquels la marque va être le premier porte-parole, le fer de lance, le porte-drapeau. Et si on a des discontinuités ou des messages paradoxaux par rapport à cela, forcément, il y a de la destruction de la valeur. Je voulais en parler justement parce que ça, c'est la route à suivre, oui. Que nous évoque. Il peut y arriver qu'il y ait des sorties de route, oui. Que des marques échouent finalement oui. à faire les choses de la bonne façon, oui. être taxées de greenwashing, de rainbowwashing. Absolument. Pour toi, comment une marque peut éviter de tomber justement Alors, de ce côté-là? Il y a deux choses. Quand une marque est jeune, ça peut être mortel. Et ça peut évidemment détruire la confiance, la réputation, tous les aspects du funnel en fait, la considération, la capacité à recommander la marque, ça va avoir un impact assez important. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, et ça c'est vraiment prouvé par nos chiffres et nos études, c'est que plus une marque est forte,
plus elle va avoir aussi une capacité à résister à ces chocs qui peuvent être ceux de la RSE aujourd'hui. Néanmoins, ces marques-là savent aussi très bien qu'elles doivent opérer le changement. Donc on voit bien que, par exemple, si je prends un acteur comme Volkswagen, qui a été à un moment très impacté par le Dieselgate, qui en a aussi fait un levier de transformation et qui est aujourd'hui en train de complètement transformer son modèle, prendre des initiatives en termes d'investissement, de changement des gammes, de passage au tout électrique, etc., phénoménaux. Ces changements-là, on voit bien que finalement, ils ont un impact sur la gouvernance même de l'entreprise et la façon dont elle se transforme. Donc en fait, les chocs, ils sont parfois aussi des réveils et des révélateurs de transformation, mais ils sont aussi, et surtout, quand on est une marque forte, j'allais pas dire, non, peut-être pas surtout, mais en tout cas, quand on est une marque forte, ça permet d'amortir ce genre de choc. Alors aujourd'hui, si on est une marque, on va dire, un petit peu établie, ce qui est recommandé évidemment, c'est d'attaquer au plus tôt les critères ESG, d'y travailler. D'une part, dans la manière de se positionner, avec évidemment une attention toute particulière qui doit être menée à éviter du greenwashing, des promesses non tenues, des discours qui sont flous ou contradictoires, mais bien de se poser des questions par rapport au rôle réel de l'entreprise vis-à-vis de la société. Déjà, ça c'est une première étape, qui est une étape de positionnement, de réflexion sur qui l'on est, où l'on veut aller, quelles traces on veut laisser. Et ça, c'est évidemment fondamental dans la façon dont on peut piloter, manager une marque. Une fois qu'on a fait ça, après, c'est, on va dire, 90% ou 95% est dans l'exécution. Et donc, il va falloir aligner, finalement, ces projets de transformation, mettre en place certaines initiatives qui vont adresser la diversité, une responsabilité environnementale accrue, et mettre bout à bout, finalement, ces preuves avec la promesse centrale que l'on s'est donnée. Et cet alignement, il est évidemment extrêmement fort. Il y a rien de nouveau. Ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que les marques fortes d'aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont eu, on parlait de Google ou de YouTube précédemment, voilà, c'est des marques qui, dès le début, avaient un point de vue sur le monde, sur la façon dont Google donne accès à l'information et aide finalement les gens, en tout cas dans le monde occidental, à avoir finalement une information qui est plus riche, plus pointue, et ce, que l'on soit en mobilité ou derrière son ordinateur. Avec YouTube, je veux dire, le contrat est complètement différent aussi, puisqu'il est beaucoup plus sur le plaisir et le contenu. Mais en tout cas, on a dans la vocation de ces marques-là un rôle vis-à-vis du monde qui est très clair et qui permet derrière d'aligner un certain nombre d'engagements. Après, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Google n'est pas critiquable sur finalement la consommation énergétique reliée à la consommation numérique, mais justement, Google prend beaucoup d'initiatives, que ce soit sur les programmes d'innovation, sur la façon de compenser en carbone, etc., etc. Et on voit bien que les choses évoluent fortement, justement pour protéger finalement la force existante de la marque et ce que représente l'actif marque en tant qu'avantage compétitif. Ouais, c'est jamais complètement acquis, c'est toujours en mouvement. Donc j'imagine c'est pour ça que c'est passionnant en fait. Alors c'est passionnant, mais c'est vrai que souvent on en parle de façon parfois un peu légère et qu'aujourd'hui tout ça se mesure de façon beaucoup plus fine qu'auparavant. Donc après moi j'invite aussi évidemment les grands acteurs à mesurer plus finement la façon dont elles peuvent regarder leur marque et notamment sur tous ces critères qui peuvent être évidemment des critères très business. Finalement quels sont mes 4P, comment j'impacte mon consommateur, mais aussi extra business, c'est-à-dire ma relation vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis des investisseurs qui prennent en compte de façon beaucoup plus significative les critères ESG dans leurs décisions d'investissement, puisque c'est une façon de prévoir l'avenir, et puis évidemment sur les scores eux-mêmes de RSE qui vont venir impacter la force d'une marque. Pour finir, une dernière question, si tu dois citer une marque responsable, le bon exemple à suivre ou ton coup de cœur du moment, en quelques mots? Alors moi, une des marques que j'adore, c'est Patagonia, parce que depuis le début, c'est une marque qui invite à consommer de façon beaucoup plus responsable. Et puis c'est aussi surtout une marque qui a des défauts. C'est-à-dire qu'elle a des produits plastiques dans ses composantes de vestes de montagne, par exemple. Et en tout cas, elle traque tout ça, notamment sur l'empreinte environnementale. Et puis, elle prend aussi des initiatives pour favoriser finalement le changement d'attitude. C'est-à-dire comment je vais faire réparer mon vêtement, comment je mets en place des circuits courts qui vont justement, ce sont des caravanes qui se baladent dans les différents pays pour venir donner des points de réparation. Voilà, donc il y a tout un tas d'initiatives, au-delà évidemment des causes environnementales qui ont toujours été le cœur de la marque, sur les barrages, sur la protection de l'environnement, de la faune, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une marque qui englobe complètement et qui est d'ailleurs extrêmement reconnue pour ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et du coup comment elle est perçue. Merci beaucoup Bertrand. Je vous en prie, un plaisir.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver cette interview ainsi que toutes les interviews de Changemaker sur notre chaîne YouTube ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.